Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 9 décembre 2024. Alors, pas mal de choses aujourd'hui sur les marchés. On va faire un petit point sur l'agenda de la semaine, sur les résultats et dividendes à venir, les entreprises, les valeurs et les actions qui ont pas mal bougé, les matières premières également, et puis la macroéconomie avec toujours quelque chose d'important aujourd'hui, notamment sur la Chine. C'était un peu ce qu'on attendait, c'était le déclic, à savoir un geste du gouvernement chinois pour continuer à soutenir le marché. Ça avait déjà été fait il y a environ un mois à peu près, ce qui avait, même un peu plus, ce qui avait bien fait monter les marchés. On en a été revenu et on en attendait plus du gouvernement chinois et c'est ce qu'ils sont en train de faire notamment. Alors on n'a pas encore des détails sur les chiffres et la masse probable des investissements, mais ça va plutôt dans le bon sens et on le voit sur les marchés. Les marchés sont quand même plutôt acheteurs en ce moment. Allez, avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors avant de commencer avec les matières premières, les actions, notamment sur le CAC, on va faire un petit point sur les chiffres macro. Alors aujourd'hui, il n'y avait pas eu grand-chose au niveau de l'agenda. Demain, on aura peut-être des chiffres sur la Chine. Alors des fois, il les annonce et il les donne pas trop. Sur l'import-export, on verra. L'IPC, l'indice des prix à la consommation, notamment en Allemagne. On a vu que ça avait un peu rebondi en Allemagne. On sera sur les 2% ou les 2,2%. Et surtout, ce sera mercredi-jeudi, le gros de la semaine au niveau des annonces qui peuvent induire pas mal de volatilité. On aura à 14h30 mercredi IPC, donc pareil, indice des prix à la consommation, ça mesure l'inflation aux États-Unis et c'est là que ça va être important. On est à 2,7 en annuel et on est à 2,6 et on attend 2,7. Donc on verra où se situe l'inflation. Et on aura également l'IPC Core avec des données en moins, notamment sur les éléments volatiles comme l'énergie et le tabac. Et à 16h30, stock de pétrole brut, là aussi, on avait des données plutôt intéressantes avec notamment le fait que les États-Unis avaient un peu pioché dans leurs réserves, ce qui voulait dire que la croissance n'est pas totalement au tapis. Donc ça, c'est plutôt bien aussi de consommer du pétrole, de consommer de l'énergie. Ça veut dire qu'on va produire plus de richesses, en gros. Jeudi, alors on peut s'intéresser aussi à l'Inde. Je voulais reparler un peu du marché indien. On aura jeudi à 11h30 des chiffres sur la production industrielle et manufacturière de l'Inde. Donc plutôt intéressant aussi à surveiller. Et on regardera aussi le marché indien avec un ETF éventuellement. Et à 14h15 jeudi, la BCE qui devrait annoncer la confirmation de sa détente monétaire et donc de la baisse des taux. On est à 3,40 sur les taux de refinancement, notamment sur la BCE. On devrait passer à 3,15. Il y a de grandes chances. A priori, il n'y a pas grand monde qui voit un statu quo sur les taux de la BCE. Donc là aussi, ça a plutôt été acheté quand même dans le cours. Il faudrait qu'on ait une grosse surprise pour que les cours s'ajustent violemment. Mais a priori, on va passer à 3,15. Et à 14h30, inscription hebdomadaire au chômage. Comme d'habitude aux États-Unis, c'est des chiffres extrêmement suivis. Et vendredi, on aura le PIB en Grande-Bretagne, l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation pour mesurer l'inflation en France à 8h45, et puis de nouveaux chiffres sur la Chine, notamment des prêts bancaires. Là aussi, ça peut être intéressant de voir comment la Chine revient. Et justement, on va commencer. Alors avant les indices, oui, on va faire rapidement les matières premières. Le pétrole, un léger rebond aujourd'hui. Et avec ce qui se passe, notamment sur le marché chinois, qui pourrait un peu amener pas mal de positifs sur plein de marchés. C'est plutôt bon. Alors il y a aussi la guerre qui peut mettre, notamment ce qui s'est passé en Syrie et ce qui existe toujours en Ukraine et Russie, toujours mettre la pression sur les prix. Alors ça peut bouger pas mal parce que on a peut-être une détente justement sur le front ukrainien. Donc pas mal d'actions, guerre, défense. On peut avoir pas mal de prises de bénéfices parce qu'on a une perte de visibilité. Justement, il va y avoir un changement et on ne sait pas trop comment s'adapter à ce changement. Et la bourse, elle n'aime pas le manque de visibilité. Et généralement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se désengage et elle se réengage une fois qu'elle a plus de données et qu'elle peut s'ajuster et voir justement quels vont être
ses profits éventuels. Donc, on va revoir après le secteur guerre. Mais oui, ça peut être quelque chose d'un peu compliqué. Au niveau du pétrole, plutôt toujours favorable pour au moins tenir ces niveaux-là. Hein, parce que, bonne nouvelle côté chinois. Et le cuivre, évidemment. Le cuivre, une grosse partie du cuivre est basée un peu sur la construction, l'électrification et la reprise de la croissance, notamment sur les données chinoises qu'on attendait. Et donc dernièrement, on le voit, hein, ça repart un peu à la hausse. Alors, depuis un moment, depuis ici, hein, depuis le mois d'août, on attend le démarrage, on a fait un rebond technique, on n'a pas su encore confirmer, mais là, avec peut-être ce qu'on a sur la Chine, bah, ça pourrait confirmer la tendance un peu long terme ou moyen terme sur le cuivre. Moi, je suis toujours investi hein, sur le cuivre et plutôt haussier. L'or, évidemment, toujours haussier, même si on a fait une grosse partie hein, du travail sur l'or. Il n'y a pas de nouvel événement, de catalyseur qui peut arriver et faire prendre trop de bénéfices sur l'or. C'est pour ça que je pense que moi, ces petits mouvements seront plutôt achetés par la suite. Alors là, on est dans une période un peu neutre, mais la tendance est toujours là et je pense que l'or va continuer au moins début 2025 à aller chercher, se rapprocher des 3000. L'argent aussi très important, qui a eu moins de progression par rapport à l'or. Et on en a besoin aussi de l'argent. Alors, c'est pas forcément la même spéculation que sur l'or, mais on est quand même dans un besoin en métal qui va être intéressant. Et bah, techniquement, on l'avait vu, hein, notamment des. Alors là, c'est presque un cas d'école parce qu'on revient ici sur l'oblique qu'on casse, on va chercher la résistance, on revient sur l'oblique, on casse la résistance, on va faire un plus haut, on revient sur l'oblique, c'est racheté, tout ça au-dessus de la moyenne à 200, donc c'est vraiment techniquement, c'est parfait hein, ce que nous fait l'argent. C'est des figures qui nous disent que, évidemment, c'est pas une occurrence de 100%, hein, comme je dis souvent, sinon on met tout le portefeuille et puis tout le monde est millionnaire. Mais statistiquement, c'est de grandes chances d'avoir une continuation de la séquence haussière de progression sur l'argent. Donc on le voit ici, hein, plutôt acheteur avec ses confirmations sur rachat ici, sur l'ancienne oblique de correction. Donc oui, et la macro aussi qui confirme ça, donc plutôt haussier aussi sur l'argent. Allez, on regarde les indices et la Chine, et on le voit, hein, le CSI 300 en Chine, notamment sur les entreprises chinoises, boum. On est ici, on a pris 7,8% avec beaucoup de volume. Alors là, c'est un tracker, c'est pas forcément extrêmement marquant, mais on voit quand même hein, ce rebond qui avait été initié sur le plan de relance septembre. Oui, c'est un peu plus d'un mois, effectivement. Plutôt de 2 mois et demi. Et on avait dit qu'on attendait le pullback, l'accumulation et la reprise qu'on a cru voir ici début novembre, mais qui est probablement actée et qui devrait être acheté par le marché maintenant. Donc plutôt une bonne chose hein, sur l'économie mondiale parce que le marché chinois est extrêmement important. Sur le Dow Jones Shanghai, c'est un peu moins marqué parce qu'on avait beaucoup moins perdu hein, sur cet indice-là. On était déjà monté très haut et on avait quasiment rien perdu. Donc toujours très favorable aussi. On regarde rapidement le Dow qui va un peu moins bien aujourd'hui, mais qui est toujours aussi sur des niveaux super élevés. Rien de particulier. On verra quelques actions, notamment hein, sur les États-Unis. Il n'y a pas grand-chose de marquant à court terme. On n'est plus dans les prises de bénéfices parce qu'on est monté tellement haut aussi sur le Nasdaq, c'est la même chose. Et je voulais voir, oui, un ETF. Alors là, on a le Standard & Poor's India Nifty 50. Ça reprend un peu les plus grosses, les 50 plus grosses valeurs de l'indice indien, hein, l'équivalent du CAC 40, mais en Inde. Et on a eu cette période de conso qui était pas mal. Et sur l'Inde, on a toujours une vision, une visibilité sur la croissance qui est super importante. Hein. On va prendre une grosse fourchette, on va prendre entre 4 et 10 environ. Et sur les pays européens, on est plutôt autour de 1%. Aux États-Unis, un peu plus élevé peut-être, sur les 2, voire 3%. Et encore, l'Inde surperforme. Donc,
Alors on a aussi un problème de connaissances peut-être et puis de données qu'on n'a pas forcément aussi facilement que sur les valeurs européennes ou américaines. Donc c'est pour ça qu'on peut peut-être préférer un ETF qui va englober tout plutôt que se focaliser sur une ou deux valeurs indiennes. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et moi, j'ai pas des connaissances exceptionnelles sur le marché indien. Par contre, oui, au niveau macro, c'est toujours un pays et un secteur géographique super intéressant. On l'a vu ici sur le rachat, hein, après avoir perdu et consolidé environ 10%. C'est en train de repartir. Donc, le marché indien peut être toujours quelque chose d'intéressant à avoir dans son portefeuille, une part de TF sur ce secteur géographique. Et le CAC 40. Et avant de voir le CAC 40, oui, on va parler juste des résultats et dividendes qui arrivent. Alors, pas grand-chose cette semaine. On a quand même aujourd'hui Oracle aux États-Unis et Uranium Energy. Uranium Energy qui ont surperformé. Hein. Ils ont déjà annoncé leurs résultats. Le chiffre d'affaires était plus important qu'attendu. Donc, c'est plutôt une bonne chose aussi. On en avait parlé beaucoup du secteur uranium avec tout ce qui est centrale nucléaire. Donc, a priori, hein, on se dirige quand même vers une belle progression sur ce secteur-là. C'est en train d'être confirmé. Uranium Royalty aussi est pas loin de partir. On n'est pas loin de casser des niveaux qu'on surveille. Et ça mériterait aussi de rentrer. Mardi, on aura Made in Cell et GameStop hein, qui annoncent ses résultats. Mercredi, on aura Adobe aux États-Unis et Inditex, la grosse valeur hein, en Espagne, notamment sur les vêtements, qui a fait beaucoup de bien au marché espagnol. Résultat mercredi. Là aussi, c'est une valeur qui a énormément monté. Si elle déçoit un peu, il peut y avoir une sanction. Dans les valeurs comme ça qui montent depuis plusieurs mois. Jeudi, on aura Pull Up. C'était l'éditeur de jeux vidéo qui avait fait un carton avec Warhammer, je crois, Space Marine, on en avait parlé au début. Et elle a continué sa progression. Donc, plutôt intéressant de voir les chiffres, et enfin Broadcom sur les technos aux États-Unis. Les dividendes, on a GTT à 3,67 € mardi, donc faut déjà la posséder ce soir. Et la semaine prochaine, on aura ST Microélectronique, donc il faudra la voir vendredi. 9 centimes. C'est vraiment un dividende assez misérable, mais bon, il existe, il est là. Et on va voir rapidement avant le CAC 40, je voulais voir secteur guerre, oui, pour parler de ce qui se passe un peu au Moyen-Orient aussi. Et il y a pas mal de prises de bénéfices, c'est ce qu'on a dit, le manque de visibilité, la bourse n'aime pas ça, donc il y a des prises de bénéfices, il y a des désengagements, on le voit sur Rheinmetall, hein, ce qui se passe en Syrie aussi, on est bien monté, et maintenant, on n'a pas envie de tout perdre, donc... Sur Leonardo aussi, on a une grosse baisse. Alors, on ne le voit pas partout. Dassault Systèmes, ils n'avaient pas trop monté, donc ils sont plutôt en rebond technique. Dassault Aviation, plus axé guerre que Dassault Systèmes aussi. Hein, on le voit. BAE Systèmes en Grande-Bretagne, qui est en train de décrocher aussi. Et c'est peut-être alors, Airbus, je les ai mis dans guerre, mais ils sont plus aéronautique, défense que guerre. Donc, on voit que quand on est plus ou moins porté sur certains secteurs, les baisses sont quand même plus importantes. Donc là, on voit bien que c'est la géopolitique, notamment sur tout ce qui est guerre et défense, qui est en train d'être vendu. RTX aux États-Unis aussi, qui est en train de baisser. SAB, énormément baissé, hein, moins 6% aujourd'hui. C'est le spécialiste en Suède, notamment. Et puis, alors Safran Thales, c'est un peu la même chose. Et Thales, oui, qui a du mal. Donc, du coup, sur ce secteur-là, je serais prudent. Hein. Éventuellement partir, prendre des bénéfices et y revenir après quand on aura plus de visibilité parce que là, ça peut bouger. On peut aussi gagner pas mal avec des grosses journées, mais il va falloir timer un peu le marché sur les annonces à la fois de Trump en Ukraine et de ce qui se passe en Moyen-Orient. Et donc, le CAC 40, il est là, le CAC, plus 0,7, donc toujours positif hein, sur le CAC. On se rapproche de notre objectif, hein, c'était 7007, 7008, toujours en rebond.
et peut-être le rallye haussier porté, on espère, par la Chine. Donc la Chine qui va mieux, qui va injecter encore des crédits dans l'économie pour faire repartir tout ça. Les États-Unis qui vont plutôt bien. Alors, les petites prises de bénéfices qui vont avoir lieu ne vont pas, je pense, se retourner et changer le marché aux États-Unis. Et la valorisation sur l'Europe qui était quand même super faible, parce que 2024, on est là, on est en négatif sur l'année. Donc, c'est misérable ce qu'on a fait au CAC 40. Donc, le fait qu'on n'ait pas fait grand-chose sur l'année, finalement, il n'y a plus trop de vendeurs, donc les mauvaises nouvelles, elles sont déjà intégrées. On attend que les bonnes pour repartir, et les bonnes, c'est plutôt ce qui vient de Chine et éventuellement des États-Unis. Donc, pour moi, le CAC devrait à minima tenir les 7003, 7004 et aller chercher peut-être les 7007, 7008 pour la fin d'année. Voilà. Et là, on le voit sur les grosses journées, on casse les Bollinger, on casse pas mal de moyennes. Alors, il va y avoir des petite prise de bénéfices, mais généralement décembre ça se passe plutôt bien. Et je voulais voir aussi les capitalisations et la pondération sur le CAC 40. Alors on en parle de temps en temps, mais c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Le CAC 40 il bouge avec les valeurs du CAC, mais elles n'ont pas toutes le même impact. Et il faut bien voir que à certaines valeurs, on le voit ici notamment sur le luxe, LVMH, Hermès, L'Oréal, LVMH, c'est 13% du CAC. Donc quand LVMH bouge, le CAC bouge énormément. Pareil pour Hermès, 10%, L'Oréal, 7%, Schneider, 5%, Total, 5%. Donc là, vous avez le graphe, les stats, avec toutes les valeurs. Et à l'inverse, vous avez les petites, avec notamment Téléperformance, qui fait 0,22. Donc même si vous avez Téléperformance qui prend 10% dans la journée, ça va pas faire bouger le CAC. Donc c'est juste pour un petit rappel, pour voir un peu les pondérations et donc les grosses valeurs intéressantes qui vont vraiment faire le CAC 40. On repart au niveau des États-Unis, juste avant de faire quelques valeurs américaines, parce que je voulais parler notamment de Google. Alphabet avec un H, ça marche mieux. Parce qu'ils ont annoncé aujourd'hui des gros progrès sur l'ordinateur quantique. L'ordinateur quantique, ça permet notamment d'avoir une puissance de calcul incommensurable par rapport à un ordinateur classique. Alors il y a toujours des problèmes, notamment d'erreurs et de génération d'erreurs. Ils ont annoncé un peu d'avoir réglé ces problèmes d'erreurs, donc une capacité de traitement assez impressionnante. Alors, est-ce que ça va être confirmé ou pas, mais ça pourrait replacer Alphabet et Google à la fois dans la course à l'IA, mais même au-delà, parce que des capacités de traitement comme ça qui sont sans commune mesure avec ce qu'on connaît aujourd'hui, ça peut amener quelque chose comme ce qu'on a vu sur l'intelligence artificielle, voire plus. Google, ça fait des années qu'ils travaillent dessus sur les ordinateurs quantiques. Est-ce que ça vaut peut-être le coup? On sait qu'il y a aussi des procès antitrust pour éviter le monopole, notamment sur Google. Il y a Google Chrome qui pourrait être vendu. Il y a Nvidia aussi qui est un peu embêté avec la Chine en ce moment. Est-ce que ça pourrait relancer l'entreprise? Peut-être. Il faut la surveiller, je pense, voir ce qui va être annoncé ces prochains jours. Mais c'est peut-être un tournant pour Alphabet. Alors aujourd'hui, la réaction n'est pas énorme, mais on est quand même dans un potentiellement, parce qu'on reste un peu dans l'inconnu, mais potentiellement, si c'est confirmé et si on a des capacités de traitement qui arrivent et qui vont être exceptionnels, Alphabet devrait prendre beaucoup de parts de marché à un peu tout le monde. Donc, une explosion sur le cours à surveiller. On rentrera éventuellement prochainement. Et moi, je suis rentré aujourd'hui sur Alibaba. J'en avais parlé depuis un moment, notamment en attendant ce signal de la Chine qu'on a eu aujourd'hui, qui a été marqué par les marchés et acheté par les marchés. On aurait pu éventuellement l'anticiper. Et ici, quand on revenait sur la moyenne à 200, on attend souvent le signal, c'est mieux. Parce que dans ces périodes comme ça de baisse, ça peut durer des semaines et des semaines. Mais là, plutôt acheté. Donc oui, je suis rentré à l'ouverture sur Alibaba.
On va regarder ça un peu en plus long terme. Donc la grosse chute de 2020 à 2022, la période où elle a tenté des rebonds mais c'est jamais repris, avec notamment la crise immobilière en Chine qui a énormément impacté les actions chinoises, et puis les tentatives enfin de reprise avec la baisse des taux à la fois de la Fed, de la BCE et de la Banque populaire de Chine. Le rebond technique sur les mêmes niveaux que précédemment, notamment sur les 120, porté par le plan de relance chinois, et dernièrement, les nouvelles annonces du gouvernement chinois, donc plutôt une bonne chose à la fois pour les Chinoises et puis peut-être pour le reste du monde aussi. Donc moi, c'est quelque chose que j'achète et que je vois bien pour jouer 2025. Allez, on regarde les grosses variations du CAC, donc on en a parlé. La Chine, qui dit Chine dit luxe, donc LVMH, Kering, forcément ça confirme, hein. Moi je suis sur Hermès. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut pas voir Kering? LVMH. Il bug un peu. Voilà. Donc Kering, hein, même les plus faibles sont en train peut-être de s'en sortir avec beaucoup de volume, hein. Beaucoup de volume sur Kering. LVMH. Boum, c'est pareil, hein, on cartonne les Bollinger, hein, en violet. Et on va chercher cette zone-là. Alors il y a eu du dividende. Hop, faut remettre. Hop, on vient casser cette oblique avec le premier rebond, hein, sur l'annonce du plan de relance chinois, je vais y arriver. Et puis cette zone-là autour des 630, c'est cassé, donc confirmation aussi sur LVMH. Et puis Hermès, ils étaient un peu partis avant, donc ils montent un peu moins. On prend que 0,8, mais on le voit, hein, sur Hermès, on était parti pleine bourre depuis déjà un moment sur une surperformance du secteur, hein, et puis les 2226 en support à tenir sur Hermès. Donc L'Oréal aussi, on peut voir que c'est acheté. On en avait parlé, notamment avec la cassure de ces niveaux-là et le retournement, le rebond avant retournement, hein, début décembre. C'est en train d'être confirmé là aussi. Il y aura des prises de bénéfices, il y aura de la construction, mais à moyen terme et début 2025, hein, le luxe, je pense que c'est maintenant qu'il faut s'investir, et encore plus sur les valeurs européennes et françaises qui ont été largement décotées et qui arrivent finalement pas très cher maintenant. Les bancaires, je suis neutre sur les bancaires, je vais pas en parler plus que ça parce qu'il y a des bonnes choses et des mauvaises choses, et je suis assez prudent sur les bancaires françaises notamment. Unibail, c'est pas trop marquant, hein, la baisse, on le voit, c'est surtout des transferts de flux. On vend ce qui est pas trop à la mode pour acheter ce qui fonctionne bien, mais Unibail, ils vont continuer probablement leur accumulation pour aller vers les plus hauts sur l'immobilier commercial. Donc c'est plutôt une valeur toujours à acheter. Et Thales, attention, hein, on l'a dit, avec le secteur guerre-défense et les changements géopolitiques qui pourraient faire peur un peu à tout le monde et prendre ses bénéfices sur les valeurs qui ont bien monté, ou même sur celles qui sont attendues en hausse. On va peut-être se désengager, quitte à y revenir après, mais pour l'instant, c'est peut-être un secteur qui va faire un peu peur. Et puis, on va voir quelques valeurs du portefeuille qui sont toujours intéressantes. Et les valeurs abonnées après, donc Alibaba, on l'a dit. Super valeur, hein, à prendre. C'est le Amazon bis, hein, c'est le Amazon chinois, donc à acheter. Alphabet, ordinateur quantique. Amazon, qui continue, hein, toujours plus haut historique sur Amazon. On est toujours dessus. Et ils font plaisir, hein, ils gagnent tous les jours. Alors ça va malheureusement pas durer éternellement, mais on est toujours largement haussier sur des dossiers comme ça qui ont à la fois les fondamentaux solides et la dynamique avec l'IA, et puis les ventes, et puis le marché américain aussi, le pouvoir d'achat américain, baisse des taux, donc plus de pouvoir d'achat, hein, sur les ménages américains. C'est un peu comme Walmart. Walmart, il continue de bien progresser. Amazon, il bénéficie aussi de ce secteur-là, du pouvoir d'achat américain, donc toujours intéressant à voir. Le cuivre, on l'a dit. GTT, non, c'est pas les résultats, c'est dividende. Donc dividende demain, ça va changer un peu le cours. Mais sur le gaz, hein, on est toujours plutôt positif.
Et sur GTT, c'est aussi une belle valeur, je pense, à acheter pour le moyen terme. Là, on revient encore une fois hein, sur des niveaux qui devraient être achetés. Je pense qu'il ne faut pas trop hésiter. Hoffman, ça confirme. Hein. Avec ce qui se passe en Chine, on l'avait joué un peu avant les annonces chinoises. C'est de la construction. Hein. Hoffman Green Cement, c'est des ciments bas carbone. Donc tout ce qui est construction qui va devoir être régulé pour ne pas émettre trop de carbone, il devrait prendre quand même pas mal de parts de marché. C'est une petite valeur, hein, c'est des nains Hoffman, mais ils sont amenés certainement à rebondir et à aller chercher beaucoup plus haut. Donc graphiquement, on le voit, c'est très intéressant. Le rebond qui est en train de se passer sur Hoffman. On a également Moderna. Alors Moderna, on la suit depuis un moment. Et enfin, on le voit ici avec ce pic de volume, notamment du 15 novembre, avec le support ici. C'était un peu le début de Moderna, hein, février 2020, Covid-19. Les premières annonces sur le vaccin, les 36$. On y est revenu. Et on casse aussi l'oblique du début d'année, hein, mois de mai, mois de juillet. On a failli sortir ici au mois de novembre et finalement on casse 25 novembre. Et on est peut-être en train enfin d'arrêter la chute sur Moderna. Alors le bilan il est assez mauvais quand même sur cette valeur-là. Mais moi je crois toujours au catalogue notamment et puis aux avancées hein, qui peuvent arriver notamment sur les thérapies et à la fois les vaccins et les thérapies anti-cancer. Donc c'est une valeur que je surveille, que j'ai toujours en portefeuille et que je vois repartir de l'avant. Rexel, il y a eu un changement d'analyste qui est passé alors je crois que c'était pondération en ligne ou conservé à surpondéré, donc une petite amélioration. Là aussi, Rexel dans l'électrification et la construction, ça devrait être intéressant avec ce qui se passe notamment en Chine. Donc plutôt toujours favorable pour continuer hein, ce canal haussier dans lequel elle est depuis un moment. Tetra Technologies qui est en train de bien consolider, là, enfin de bien accumuler, pardon, juste au-dessus de la moyenne à 200 et du gap qu'elle avait créé. Et la conso, on le voit, consolidation à plat, ça c'est plutôt favorable aussi. On sent le retournement long terme arriver sur Tetra Technologies. Donc toujours intéressant de l'avoir et peut-être d'acheter maintenant aussi. On a cassé la vraie oblique ici au mois d'octobre et depuis on met toutes les étapes. Donc sur Tetra Tech, là aussi c'est une valeur américaine intéressante à posséder en portefeuille. Total qui va peut-être enfin rebondir. Total à moins de 55 euros, ça me semble pas cher. Hein. On vient casser aujourd'hui l'oblique RSI. Généralement, ça précède la cassure sur les prix. Alors, faut pas voir ce qu'on veut voir absolument, hein, d'autant que je suis dessus, donc j'espère qu'ils vont performer un peu plus que ça. Mais oui, on est assez bas là niveau MACD. Il y a une tentative d'inversion de tendance. On est super bas. Hein, on l'a dit sous les 55 euros. Ça mérite d'être acheté. Total, il n'y a pas trop de problème au niveau de la visibilité. Il y a les marges de raffinage qui avaient chuté, qui avaient expliqué la baisse du titre. Mais le pétrole qui est toujours là. Et puis Total, justement, c'est le pétrole, mais pas seulement. Donc plutôt solide sur un peu tous les scénarios possibles. Et on le voit, les 30 au niveau RSI qui ont été frôlés. Un temps enfoncé, mais on est en train d'en sortir. Et moi, je verrais bien Total, justement. Et puis avec la Chine aidant hein, et la reprise de pas mal de secteurs, notamment de croissance, construction, repartir enfin. Donc ça pourrait être favorable. Trump, médias et technologies, c'est spéculatif, mais avec l'arrivée de Trump au début d'année 2025, on pourrait espérer une nouvelle montée hein, sur le titre. Spéculatif et volatile. Hein. Le plus haut, là, juste avant l'élection, il est à 50% du cours actuel. C'est quelque chose qui peut arriver. Hein. Donc on ne met pas une grosse ligne, mais oui, la hype peut revenir hein, sur ce genre de valeur, je pense.
à l'orée de son intronisation en tant que président, ça peut être intéressant. Et puis, au niveau des V, Valourec qui continue. On a fait une mini conso, on est déjà en train de repartir. On est en train de consolider à plat, donc toujours en position sur Valourec. Et puis on verra pour prendre des bénéfices peut-être un peu plus haut, mais ça tient. Et puis les vendeurs à découvert vont peut-être être obligés de racheter fortement le titre. Ainsi, rien de nouveau, j'en ai déjà beaucoup parlé. Et je voulais finir avec... Oui, Walt Disney, je suis parti, prise de bénéfice. Alors le titre est pas baissier, hein. Ça peut aller chercher la résistance, mais je devais faire des arbitrages, notamment pour acheter Alibaba. Donc j'ai vendu Walt Disney sur une... sur combien? J'ai vendu sur environ 19% de plus-value. La valeur reste quand même toujours plutôt bien orientée, mais elle est en train de donner quelques signes d'essoufflement, donc on ne sait jamais. Éventuellement y revenir un peu plus tard. Et je voulais finir, oui, avec Vivendi, parce que c'était aujourd'hui la... Je marque au bon endroit. Hop, Vivendi. C'était aujourd'hui l'Assemblée Générale pour confirmer la scission de Vivendi en 4 entités. Canal+, Havas, une holding et j'ai oublié l'autre. Hachette, je crois, Hachette Group. Et donc oui, ça a été confirmé à 95%. Hein, et il y avait un petit groupe qui était minoritaire et qui voulait pas trop, notamment sur les places de cotation. Hein, on en a parlé beaucoup. Ça a été adopté, donc confirmé aujourd'hui. La scission va bien avoir lieu. Et il faudra donc posséder les titres, a priori, vendredi 13 au plus tard. Parce que les titres vont changer à partir de lundi 16 décembre. Donc les titres Vivendi vont se transformer en 4 titres différents et on espère une décote. Donc, ça peut éventuellement être intéressant parce que techniquement, on a déjà perdu pas mal sur les modalités qui avaient été annoncées, qui n'avaient pas trop plu, notamment sur les places de cotation et les frais engendrés. On revient sur des niveaux relativement bas d'avant annonce de scission. Donc finalement, toute la spéculation scission, elle a rien fait et on n'est plus qu'à une semaine de la scission. Alors, est-ce que ça va vraiment être acheté? Est-ce que ça va être quelque chose qui va permettre la décote de Vivendi? Moi, je serais tenté de dire oui quand même sur ces niveaux-là. Alors plus tenté par Canal+, notamment que par les autres valeurs, mais bon, on les aura toutes. Alors Canal+, ils vont coter à Londres, et il me semble, alors, à moins que ça ait changé, mais dernièrement, hein, c'était si on a des actions Vivendi qu'on achète maintenant qui vont se transformer en actions Canal+, elles pourront toujours être dans le PEA. Par contre, si on achète des actions Canal+ après la scission, donc à partir du 16 novembre, on ne pourra plus les mettre dans un PEA. Donc si on veut garder ce genre de valeur, c'est maintenant qu'il faut les acheter, c'est cette semaine. Voilà. Et on le voit quand même, énormément de volume. Il y a eu des rentrées, des sorties. C'est peut-être quand même un pari intéressant à prendre sur Vivendi, puisqu'on est revenu sur des niveaux assez bas, hein, sous les 9 euros. C'est pas très cher. Et je ferai les valeurs abonnées demain, parce que là, j'ai un peu débordé déjà. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, des valeurs favorites et des questions sur la bourse, j'y répondrai. Bon trade, à plus.